bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de développement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Missard, mon ambition, que nous travaillons ensemble dans l'atteinte de nos objectifs. What's up les boys? Aujourd'hui on est avec Raph. Raph, mon frérot, merci de venir dans le podcast. Ouais, merci à toi. Raph qui fait des sports de combat, qui s'est pris un dos dans l'œil, donc on va pas lui prendre rigueur si jamais il se caresse un petit peu l'œil. Non, blague à part, merci de venir dans le podcast, parce que je sais que t'es un pratiquant aguerri de sport de combat. À l'ancienne, on tourne un petit peu ensemble, je pense que maintenant j'ai aucune chance contre toi. Tu vas me niquer. Le but en fait aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler un petit peu, tu vois, de MMA, parce qu'on sait qu'en ce moment il y a un engouement qui est assez fort dessus, et aussi un petit peu de Greg et du Maccabi, parce que t'as la chance en fait de pouvoir être entraîné par Greg MMA, et du coup de faire des séances au Maccabi. Est-ce que Raph, tu peux rapidement te présenter du coup aux gens qui connaissent pas Cross and Run? Ouais, bah déjà merci à toi Quentin, c'est avec grand plaisir que je viens dans le podcast. Donc je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans et je fais des sports de combat depuis maintenant plusieurs années. Donc j'ai commencé par faire du rugby, j'en ai fait je pense 4 ans à peu près au lycée. Après j'ai basculé à la boxe thaï parce que je voulais un sport individuel et j'en ai fait 1 an. Et derrière, je suis rentré à la fac. Et là, je me suis mis à la muscu parce que voilà, je suis venu sur Paris, donc j'avais plus de club. Je me suis mis à la muscu pendant peut-être 2 ans. Et après, j'ai découvert un jour comme ça, par hasard, il y avait des cours donc à ma fac de jiu-jitsu brésilien. Il y a un pote qui m'avait recommandé d'y aller. Moi, je me suis dit non, aller au sol, ça m'intéresse pas. Ouais. Pourquoi faire quoi? Il y a pas besoin d'aller au sol. Et puis un jour, je sais pas, je m'ennuyais, je me suis chauffé avec un pote. Donc on est parti faire ce cours-là. Et là, j'ai rien compris, quoi. Je me suis fait étrangler par des mecs de 60 kilos. Donc là, j'ai pris une petite claque d'humilité. Et je me suis dit, ok, s'il y a un truc derrière. Souvent, en fait, c'est qu'il y en a qui font leur premier entraînement, soit ça les dégoûte de s'être fait battre, on va dire, soit au contraire, ils se disent, si je me suis fait éclater comme ça, je veux apprendre, en fait, moi aussi. Et donc, je me suis inscrit, j'ai continué, j'ai fait ça pendant peut-être 1 an et demi. Et après, il y a eu le Covid. Et donc pendant le Covid, c'est là où justement j'avais tourné avec Quentin et d'autres potes. Sombre histoire, hein. Sombre histoire. J'allais dans des cities, je trouvais des mecs qui faisaient de la boxe et tout. Enfin, c'était vraiment drôle. Et dès que dès qu'on a pu reprendre l'entraînement, je me suis inscrit. Je crois que c'est aux alentours de 2020 à peu près. Je me suis inscrit du coup au Maccabi. Et depuis là, ça fait 3-4 ans que je fais du MMA là-bas. Ok. Non, c'est intéressant. Et c'est vrai que je reviens sur un truc que tu as dit. Moi, pareil, les sports de combat, vraiment, ça t'apprend l'humilité. Et le fait que, bah, tu vois, quand t'arrives, t'es débutant, etc. Et je sais que moi, pareil, j'ai fait quelques mois, hein, pas comme toi, autant d'années de MMA. Et t'arrives sur les séances de grappling. Et t'as des mecs vraiment, tu vois, moi, je fais 90 kilos. Le mec, il fait 60 kilos sans mentir. Le mec, il est là, il t'étrangle. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et donc, moi, c'est vraiment le sport, je pense, où vraiment j'ai le plus appris sur moi et sur les gens en face. Du coup, toi, le MMA, comment tu définirais ce que c'est ce sport à ceux qui connaissent pas forcément celui-ci? Ouais. Pour expliquer un petit peu, c'est, on va dire à la base, l'UFC par exemple, ça a été créé en faisant un tournoi pour savoir quel sport de combat était le plus efficace. Ils se sont dit, est-ce que c'est la boxe française, est-ce que c'est les sumo, le judo, le karaté, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre comme sport, mais Ah ouais, ils il y en ont a fait plein. en tout cas un tournoi comme ça, où il y avait vraiment presque pas de règles, ça se frappait à point nul, il y avait pas de limite de temps, c'était vraiment par KO ou par abandon, arrêt de l'arbitre que les matchs s'arrêtaient, il y avait pas de catégorie de poids, c'était vraiment la bagarre. Ouais, c'était la guerre. Et en fait, tout le monde, je pense, s'attendait à avoir gagné des sports un peu plus traditionnels ou des arts martiaux, je ne sais rien, moi, des arts martiaux voilà, traditionnels. Et il y a un petit mec qui venait du Brésil qui a surpris tout le monde et qui a fumé tout le monde. Et c'était quelqu'un de la famille Gracie. Et en fait, c'est eux qui pratiquaient un sport qui s'appelait le jiu-jitsu brésilien. Et ce sport consiste à faire des queues de bras, des étranglements, des choses comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, le boxeur, il s'est dit, bon, moi j'étais bon en boxe, mais le gars, il a réussi à m'amener au sol, à m'étrangler, etc. Ça va pas, je vais apprendre de ces techniques. Et puis le gars du jiu-jitsu brésilien, il s'est dit bon, moi c'était pas mal, mais debout, je me suis pris quand même des grosses patates, je vais apprendre un peu de technique de boxe. Et petit à petit, bah, les gens sont devenus de plus en plus complets en apprenant en fait les techniques les plus efficaces de chaque sport. Et derrière le MMA, bah, c'est un sport, bon, il y a des règles qui ont été rajoutées au fur et à mesure pour protéger les Ouais, c'est clair. Mais aujourd'hui, c'est le sport de combat le plus libre en termes de règlement.
Donc il pourrait le plus se rapprocher d'un combat réel, quoi, dans la rue par exemple. Et donc voilà, c'est un sport de combat avec très peu de règles pour vraiment laisser aux combattants la liberté de s'exprimer comme ils veulent. Ok. Et du coup, toi, tu sais que c'est quoi un petit peu les valeurs du coup de ce sport que tu as pu toi peut-être acquérir de par tes coachs ou de par ce que tu as pu vivre dans tes entraînements et tes combats? Ouais, très intéressante comme question. C'est les valeurs, c'est en fait c'est un sport pour moi qui est très très dur. J'ai fait peut-être une quinzaine de sports dans ma vie. Pour moi, c'est un des plus durs parce que ça demande d'être vraiment complet. Complet à la fois en cardio, en puissance, en endurance, faut être fort mentalement, et derrière, c'est même techniquement, il y a beaucoup de techniques à apprendre en fait. Tu peux jamais, on va dire, finir le jeu, connaître toutes Ouais, les c'est techniques. clair. Parce qu'il y a des sports où c'est un peu plus simple de maîtriser les techniques, mais là en fait, il y a tellement de sports à apprendre, tellement de techniques différentes. Donc même mentalement, ça demande beaucoup au début. Donc ça demande forcément de la discipline et de la persévérance parce que c'est un sport qui est dur, tu peux te faire frapper, étrangler, plus t'es mauvais, donc quand tu débutes, c'est là où ça va être encore le plus dur, tu vas même pas forcément prendre de plaisir. Donc faut être discipliné, persévérant, ça apprend aussi l'humilité, et quelque part, même si c'est un sport individuel, il y a aussi un esprit d'équipe qui est assez fort parce que tu t'entraînes avec ton groupe, ton club, et en fait vous vous entraînez tous à progresser. Chacun se donne des conseils. Chacun aussi fait confiance à l'autre parce que quand on fait un sparring, on n'a pas envie d'être blessé ou que l'autre nous blesse. Donc on sait s'ajuster comme ça aussi. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Et en plus, ce qui est ouf, c'est que bah, tu vois, en France, bref, il y a un engouement qui est assez conséquent depuis quelques temps. Et quand tu me parles de sport collectif, je pense notamment, je crois que c'est Saadine Parnasse qui est venu aider BSD tu vois, dans son camp d'entraînement pour son combat contre Dustin Poirier. Donc je trouve que c'est vraiment fort, tu vois. Et c'est vraiment bah, là, justement, cet esprit d'équipe et le fait que voilà, on veut tous avancer ensemble. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu penses de l'engouement qu'il y a pour le MMA actuellement en France depuis que c'est devenu légal? Il y a un côté très positif pour le sport, c'est que ça permet qu'il soit plus développé. Plus il y a de gens qui regardent un sport, bah, plus les sportifs, mieux les sportifs sont payés. C'est clair. Donc c'est intéressant pour le développement du sport. C'est aussi plus de reconnaissance parce que par exemple, moi, quand j'ai quelqu'un qui fait du MMA, les gens ont plus tendance maintenant à connaître et à comprendre mon sport et pas me dire ah bon, qu'est-ce que c'est. Ouais, c'est Ça clair. c'est cool aussi. Après, forcément, parmi les mauvais côtés, il y a aussi le fait que ça attire des gens qui vont trop critiquer pour moi les combattants. Par exemple, il y a Cyril Gane qui avait fait un parcours exceptionnel. Il y a eu un combat contre John Jones où tout le monde s'est moqué de lui sur les réseaux sociaux. Après, ça fait partie du jeu, mais moi je trouve ça vraiment dommage. En fait, c'est souvent les gens qui critiquent, c'est les gens qui se sont jamais entraînés, qui ont jamais pris de coups, Ouais, ils connaissent pas le truc. qui connaissent pas de soumission. Et je veux dire, on sait que quand on s'entraîne, on sait que ça fait partie de. C'est la réalité du combat. Il peut se passer un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pas parce que à un instant T, on se fait battre par un autre champion au niveau mondial qu'on est nul, quoi. Donc, je trouve qu'il faudrait parfois mettre plus de respect sur les combattants professionnels. Ouais, carrément. Et en plus, tu parles de Cyril Gane. En face, c'était John Jones, tu vois. C'est ça. C'était pas le petit clampin qui vient du village d'à côté et tu vois, qui a battu Cyril Gane. Et comme tu dis, je pense quand même à ce qui est vraiment dur. Déjà, je trouve que c'est compliqué, tu vois, de monter. Et je pense qu'une défaite est peut-être plus dure à accepter. Enfin, en tout cas, tu sais, pour ton record. Donc, du coup, c'est ton nom de victoire et de défaite. Je trouve qu'une défaite est plus dure après. Enfin, tu sais, tu dois faire tes preuves pour revenir, remonter, etc. Alors qu'en fait, une défaite, bah, ça va hyper vite, en fait. Tu sais, c'est un coup de poing, c'est. Et ça, ils s'en rendent pas compte, tu vois, les gens. Et ça, je pense que ça, tu peux aussi l'expliquer aux gens, c'est que c'est un sport qui est déjà, comme tu as dit, hyper compliqué, hyper complexe, et en fait, ça peut aller très très vite aussi, tu vois. Et ça, on s'en rend pas compte. Donc, non, c'est intéressant. Et est-ce que du coup, toi, tu as pu voir, bah, tu vois, ça fait 4 ans que tu fais du MMA, est-ce que tu as de plus en plus de jeunes, du coup, qui viennent s'inscrire? Et en fait, pour quelles raisons ils viennent s'inscrire, les gens? Est-ce que c'est parce qu'ils. Vraiment, tu as une hype pour le sport, ou c'est parce que vraiment, ils veulent vraiment pratiquer cet art martial? Il y a un peu des deux. Il y a un peu des deux, forcément. C'est sûr qu'il y a eu un engouement récemment, surtout, c'était après, pardon, après les UFC à Paris. Ouais. Et là, c'est vrai qu'à la salle, c'était je crois en septembre, il y a eu d'un coup énormément de monde, de débutants qui sont venus s'inscrire. Après, ça, comment dire, les gens se font assez vite écrémer. On voit ceux qui sont vraiment motivés, ceux qui ont pris goût aussi à ce sport. Il y en a qui peuvent ne pas aimer après avoir essayé. Parce qu'au bout de quelques mois, tout de suite, le nombre de personnes a dû être divisé par 2 ou 3 quoi, Ouais, c'est dans sûr. la salle. Donc il y en a plein qui sont venus un peu, je pense, pour la hype, etc. Et derrière, soit ils aiment pas, soit ils ont pas la discipline ou quoi. Et puis à l'inverse, il y en a pas mal d'autres que ça a bien motivé et qui progressent très vite.
Ok. Et en plus, ce qui est bien, c'est que pareil, nous, je pense que l'engouement aussi il est lié au fait que, comme tu as dit, l'UFC il arrive à Paris en France, et je pense que maintenant tous les ans, on aura un UFC en France. T'as aussi, bah, tu vois, le PFL, t'as aussi des grosses têtes comme Saadine Parnasse, Benoît Saint-Denis, Greg, qui ont aussi, tu vois, poussé le truc. Euh, Ça m'amène aussi à une question. Est-ce que le MMA, du coup, pour toi, c'est un sport qui est dangereux? Parce que tu vois, on sait qu'il y a beaucoup de règles qui ont aussi évolué avec le temps. Et est-ce que maintenant, du coup, pratiquer, même ne serait-ce qu'en loisir, c'est dangereux ou pas? Alors, je vais dire oui, c'est dangereux, mais je vais nuancer mon Ouais, propos. C'est sûr que c'est un sport de combat, donc comme d'autres sports de combat, par exemple la boxe thaïlandaise ou quoi, c'est des sports qui sont quand même à risque. Mais le plus gros des risques, c'est quand tu combats, vraiment. Donc si tu combats en professionnel, évidemment, tu vas te prendre des patates de Ngannou avec des gants, des petits magnifique. gants. Voilà. Donc c'est sûr que pour la santé, enfin, il y a des gros risques. Après, pour moi, si tu veux t'entraîner en loisir ou donc hors compétition, si tu veux t'entraîner, tu peux très bien t'entraîner avec des risques vraiment très minimes. Si tu t'équipes bien en termes de protection, tu as des gants, des protège-tibias, une coquille, un protège-dents. Tu peux très bien mettre un casque aujourd'hui. Et les casques avec les barres sur le Ouais, visage, ça carrément. protège extrêmement bien Mm. en fait. Et donc, si t'es dans un bon club où il y a un bon esprit, ce qui est quand même le cas dans la plupart des clubs, hein, bah, tu vas avoir des sparring partners qui vont faire attention à toi, qui vont pas t'allumer. Et donc, en fait, tu t'en sors bah, sans aucune blessure. Ou en tout cas, pas plus que dans un autre sport. Après, derrière, plus tu vas monter en niveau, plus tu vas faire des combats avec de moins en moins de protection et de plus en plus intensive. Là, oui, tu vas pouvoir avoir des risques, évidemment. Mais en tout cas, au niveau loisir, voire amateur, t'as quand même en compétition, t'as quand même plus de protection, y a pas trop de soucis. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, concrètement, demain, en soi, tout le monde pourrait faire du MMA en soi. Y a pas de limite d'âge ou de poids ou. Ouais. Pourrait et même devrait, selon moi. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Parce que, pas forcément pour le côté, enfin, pas forcément du MMA, même si pour moi c'est un des sports justement des combats les plus complets. Mais je trouve ça bien sur plusieurs aspects. En fait, pas forcément devenir un tueur à gages du jour au lendemain, s'entraîner 10 fois par semaine. Mais le fait d'avoir des bases, ça permet individuellement en fait de savoir se défendre, de prendre confiance en soi, d'avoir ouais, c'est ça plus d'assurance et de savoir réagir. Si par exemple demain, moi je me dis demain mes enfants sont agressés devant moi. Force à Voilà. celui qui attaque ses enfants. Non mais ce que je veux dire c'est que je veux pas être là et ne pas être en capacité de les sauver quoi. Ouais, Donc carrément. je trouve ça bien en tout cas d'avoir cette assurance là. Et derrière, même d'un point de vue sociétal, je pense que si tout le monde a des bases en sport de combat, et demain on voit quelqu'un se faire agresser dans le métro, il y a plus de gens qui sont prêts à réagir. Et la société, ça peut éviter, on va dire, certains drames. Tandis qu'il y en a d'autres aujourd'hui où en fait, bah, personne n'a jamais été confronté à la violence et donc tout le monde a peur, personne n'a réagi. Donc voilà, c'est pas magique, mais en tout cas, c'est bien. Je trouve, il y a des pays qui enseignent par exemple la lutte ou quoi à l'école et je trouve que c'est une bonne chose. C'est clair. Et en plus, je pense même que si du coup tout le monde avait des bases en sport de combat, il y aurait moins en fait d'embrouilles. Parce que Ouais. si tu sais que le mec en face, il peut aussi te répondre, qu'est-ce que tu vas chercher la merde? Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai pas fait autant de sport de combat que toi. Et juste avec le peu d'expérience que j'ai, je sais que même moi dans la rue, bon, je peux me faire casser la gueule, tu vois, mais en théorie, je pourrais au moins me défendre et après courir. Et bah moi, j'ai vu des situations où bah parfois, t'as des femmes, des hommes, etc., qui se font agresser. Et en fait, les gens passent et ils font rien, tu vois. Et bah grâce à Dieu, moi, j'ai pu intervenir et il m'est rien arrivé. Mais c'est pour ça que même, je trouve que c'est intéressant, comme tu dis, de faire des sports de combat parce qu'au moins tu marches, t'es quand même plus serein. Et on sait que maintenant, bah, c'est con, mais le monde dehors, bah, c'est pas les bisounours. Le monde est méchant. Donc faites des sports de combat. Mais du coup, c'est ça. En fait, faire des sports de combat, ça t'a apporté vraiment de la confiance. Et tu sens que dans la rue, voilà, le but, c'est pas de casser la gueule aux gens, comme a dit Raph. C'est plus aussi un moyen peut-être d'être plus serein. Et tu sais que si demain on t'attaque ou tu fais face à une situation, tu pourras peut-être plus facilement bah, te défendre ou faire face à ce qui t'arrive. Il y a aussi un truc moi qui m'intéresse forcément, c'est le côté compète. Parce Ouais. que t'as fait quelques combats. Du coup, t'as commencé quoi? T'as fait des compètes de grappling, t'as fait un combat de MMA. Est-ce que tu peux raconter un petit peu bah, du coup comment t'arrives en fait à te dire maintenant bah c'est bon, les cours c'est bien, mais voilà un peu de bagarre, tu vois. Comment tu t'es dit ça? Ouais, bah, en plus, c'était assez récemment après mon inscription au Maccabi. J'ai rejoint un groupe de compétiteurs, donc forcément, on parlait beaucoup de compétition et j'avais vraiment envie de me tester, de voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de théorie, beaucoup d'entraînement, et voir un petit peu ce que ça donnait en compétition. Et du coup, j'ai commencé par faire une compétition de grappling, et ça m'a bien plu. Et c'est là que j'ai vraiment vu une différence aussi entre l'entraînement et la réalité du combat, parce qu'en termes d'intensité,
c'est pas la même chose. En termes de stress, c'est pas la même chose. Toutes tes techniques, elles sont un peu plus brouillon. Mais c'était une très bonne expérience. J'ai eu des victoires et des défaites. Et du coup, les défaites, ça permet d'énormément apprendre. Tu vois tout de suite les points sur lesquels je peux travailler. Et les victoires, bah, ça booste un peu vraiment, ça te motive, ça donne la confiance en toi. Donc les deux, c'était vraiment cool. Et derrière, j'en ai fait 2 autres compètes de grappling. Et aussi un combat du coup de MMA. C'était le Maccabi contre le club de Clichy. Incroyable. Et comment ça se passe du coup ton combat de MMA? Bah, ça se passe bien. Un peu stressant le premier. En plus, c'était, on va dire, au chaos, quoi. Donc c'est. Ah, carrément. Bah, enfin, en tout cas, oui, c'est ça. C'était vraiment un coup porté. Ah ouais. C'était. Ah, donc c'est des vraies pêches. Voilà. Là, c'est. Putain. Ça a envoyé. Et du coup, en combat amateur, hein. Amateur, c'est ça, ouais. Attends, mais du coup, c'est-à-dire que t'as droit au coup de genou aussi? Tu peux tout faire? Coup de genou au corps, pas à la tête. Ok. Pas le droit au coup de coude. Il y a deux, trois règles comme ça qui sont différentes par rapport aux pros. Des clés qui sont un peu dangereuses, des clés de talons, des choses comme ça. Mais globalement, ouais, sinon, tout était autorisé. Et du coup, t'es protégé? T'as un protège tibia? Comment ça se passe? Ouais, on avait des protèges tibia, mais fins, un petit peu comme dans d'autres sports, je crois, comme le karaté. Ok. Pas les gros que tu mets en sparring. Et gants de MMA classiques. Voilà. Putain, c'est incroyable. Et du coup, tu sens vraiment. Enfin, parce que toi, du coup, t'es au Maccabi. Et le jour où tu dis, je vais faire un combat de MMA, comment ça se passe? Est-ce que c'est Greg? Est-ce que c'est un autre coach qui te dit maintenant, voilà, Raph, demain, il y a un interclub, entre guillemets, c'est ça? Bah, viens te battre? Ou c'est toi qui dis, voilà, moi, les gars, je suis prêt pour me battre, quoi? Comment ça se passe? Bah les deux, du coup, c'est les coachs qui organisent ça, et enfin qui avaient organisé ça en tout cas à l'époque, et qui viennent te voir. Après, eux, ils ont une idée en fonction du niveau des élèves, lesquels sont prêts ou pas. Et ils viennent te voir et ils te proposent en fait si t'es dispo, si tu veux faire l'interclub, ça t'intéresse. Et moi j'avais dit oui, et avec un autre petit groupe. Et derrière, en fait, pendant je pense 1 mois et demi, on s'était entraîné vraiment avec cette échéance en tête, entre nous, des petits cours compétiteurs, on va dire. Et voilà, ouais. Et du coup, ça se passe comment l'entraînement? Tu sens que là, quand t'as un combat, c'est quoi? Est-ce que tu bosses spécifiquement? Comment tu prépares? Est-ce que tu sais aussi qui t'affronte à l'avance? Non, non, non. En amateur, c'est assez rare. Bah, aujourd'hui, dans les organisations, on va dire les grandes organisations amateurs, là oui, tu sais qui tu affrontes. Sinon, non, en tout cas, Interclub, non, je crois que ça a été même décidé 2 jours avant, quelque chose comme ça. De toute façon, tu connais pas la personne. Quand t'es pro, t'as juste à regarder en fait son palmarès, ses combats, son club, etc. En Ouais. amateur, t'as pas d'infos, donc c'est un peu la surprise. Et ce qui est aussi marrant quand t'es en amateur, c'est qu'à la fois tu peux tomber sur un mec vraiment un peu loisir qui débute, Ah ouais, carrément. ou un tueur qui veut passer pro, il veut faire un maximum d'expérience avant, il s'entraîne 1 fois par semaine. Donc il y a beaucoup plus de hasard, tandis qu'en pro, on te met un profil en fait d'un mec qui est censé avoir à peu près le même niveau que toi. Par exemple, si tu débutes en pro, tu vas pas affronter Benoît Saint-Denis. Ouais, c'est sûr. Inversement. Donc t'as quelqu'un d'à peu près de ton niveau en pro, on a des moyens de l'estimer. En amateur, c'est vraiment plus aléatoire. Donc voilà. Ok. C'est fou. Et je sais que moi, bon, j'ai fait quelques entraînements à la Old School, la Old Ouais. School Academy, Ouais, tu vois. Et en fait, là-bas, c'est ça. T'avais des mecs amateurs. Mais frérot, c'est pas le même Ouais. niveau que moi. Tu vois, demain, si on se parle, je me fais casser la gueule. Comment ça se passe en France? Du coup, t'as une fédération? Ouais, c'est ça. Mais juste pour rebondir sur ce que tu Ouais, dis, dis-moi, en fait, vas-y, ouais. le haut niveau des amateurs est meilleur que le bas niveau des pros pour moi. Et justement, ça fait un bon lien parce qu'il y a donc une fédération française de MMA qui a été créée. Donc ça a été légalisé en 2020. Et ils ont créé la fédération française de MMA qui était, je sais plus si c'est toujours le cas, mais en tout cas qui était reliée à la fédération française de boxe au début. Ok. Et donc cette fédé, on met en place tout un système. Donc il y a un passage si tu veux faire de la compétition maintenant, tu dois passer un grade, un petit peu comme une ceinture au judo. Tu passes un grade, donc tu as un petit examen et ils t'attribuent un niveau pour vérifier que tu as au moins les bases minimum pour te défendre. Ok. Et derrière, tu passes des examens, médicaux. Tu dois faire le fond d'œil, prise de sang pour voir si t'as pas de maladie transmissible par le sang, je crois. Ah ouais, carrément. Ouais, un examen du cœur aussi. Donc c'est assez complet parce qu'en fait, ils veulent assurer la sécurité des combattants. Ok. C'est vrai que s'il y a un mort ou un accident grave pendant un combat, ça serait Ouais, c'est sûr. préjudiciable quoi, pour l'image du sport. Et donc, pardon, ta question, ouais, donc c'est ça la fédération. Et donc, eux, ils organisent, ils ont joint la fédération on va dire, mondiale de MMA. Et donc, ils organisent, eux, une championnat de France. Il y a derrière championnat d'Europe et championnat du monde. Et quand tu vois le niveau, bon, déjà, quand un championnat de France c'est élevé, Ouais, c'est fort. Ouais. et championnat du monde, les mecs, voilà, comme je te disais, ils ont tous un niveau professionnel. Et derrière, là, il y en a récemment un Belge, je crois, Patrick, qui a gagné, qui derrière a fait sa transition en pro et qui, pour l'instant, fait que gagner aussi. Donc, Ouais, c'est fort. Et comment ça se passe? Imagine, toi, demain, tu veux t'inscrire aux France.
t'as des qualifs à faire? Comment ça se passe? Je sais pas si tu sais un petit peu le process. Ouais, c'est là où je suis pas sûr, mais je crois que là, moi, justement, je veux combattre en avril via la Fédération française de MMA, Ok. qui s'appelle la MMA League, et je crois que c'est justement un peu les qualifs, c'est un petit peu le début des championnats de France. C'est une sorte de qualif, si j'ai bien compris, et derrière, les gagnants, ceux qui sont dans le, je pense, finaliste, ils peuvent accéder au championnat de France derrière. Il me semble que c'est ça, et que c'est pas des inscriptions ouvertes pour les championnats de France. Voilà. Bah, Et sinon, d'ailleurs, tu te pour fais les- casser la gueule, hein. Pardon. Sinon, tu te fais démonter, mais excuse-moi, je t'ai coupé la parole, vas-y, ouais, dis-moi. C'est moi. Juste pour les fédérations, j'ai oublié, mais il y a aussi d'autres fédérations en fait. Ok, Parce que du coup, il y a les fédérations par exemple de karaté et de grappling lutte, et peut-être même de boxe aussi. Donc je sais que le karaté, ils ont fait le karaté mixte. Et en ok. fait, c'est juste du MMA, mais dans leur fédération. Vu que c'est devenu légal, bah, ils ont autorisé, enfin, ils ont créé un nouveau type de karaté, karaté mix, où c'est juste les mêmes règles que le MMA. Et pareil, grappling, ils ont fait le grappling fight. Donc c'est du grappling. Enfin, c'est du MMA, sauf que t'as pas le droit de frapper au sol. D'accord, ok. Donc voilà, chaque fédération aussi, comme ils ont envie de garder des adhérents dans leur fédé, ils ouvrent aussi des. Et donc il y a des compétitions parfois qui sont faites avec la fédé de karaté, par exemple. Putain, c'est ouf. Et bah, du coup, tu parlais de ces différents types de sports de combat. Pour toi, concrètement, qu'est-ce qu'un bon combattant? Et en fait, qu'est-ce qui fait la différence entre un mec qui va passer pro et un mec qui va rester amateur? Euh, Bonne question. Question piège. Non, non, pas piège, mais déjà, pour moi, faut pas avoir peur du travail, il faut rester discipliné sur le long terme. C'est vraiment quelque chose qui s'acquiert pas en 3 mois si tu veux passer pro. Donc, faut pas être juste motivé pendant 6 mois, te tuer et après arrêter. Faut savoir vraiment avoir une style de vie, enfin un style de vie et une rigueur que tu peux maintenir sur plusieurs années pour bien progresser. Et après, derrière, pour moi, c'est un gros facteur aussi, ça va être le mental derrière. Le mental à l'entraînement, vraiment te donner à fond, toujours, pas juste reposer, rester dans ta zone de confort. Et derrière, le mental en combat. On voit justement, moi, Benoît Sardoni, pour moi, ça fait partie des exemples de ceux qui ont un gros mental au combat. Et c'est ça qui lui permet aussi d'aller aussi vite et aussi loin. Quand tu vois sa carrière, c'est exceptionnel. Parce qu'il va rien lâcher une fois qu'il est dans la cage. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, ça amène du coup à la suite. Toi, tu t'es inscrit du coup au Maccabi. Ouais. Pourquoi du coup, t'as choisi ce club-là? Je choisis ce club-là pour des raisons pratiques. Bah alors, j'ai connu aussi, parce que pendant le confinement, pareil, je regardais toutes les vidéos avec Greg, enfin, tout ce qu'il y avait sur YouTube. Donc, j'ai connu comme ça. Et derrière, je voulais m'inscrire. Et j'ai regardé les différents clubs, les bons clubs qu'il y avait dans Paris. Donc, par exemple, il y avait Maccabi, NR-Fight, MMA Factory, etc. Et j'ai regardé celui qui était le plus arrangeant pour moi au niveau du temps de trajet et au niveau des horaires proposés. Ok. Et le Maccabi, c'était le plus proche, les horaires me convenaient mieux, donc je suis inscrit là-bas. Ouais. Ok, ça marche. Et comment ça se passe du coup quand t'es au Maccabi? C'est quoi? Enfin, t'as différents cours proposés? Comment toi, du coup, qui te dit voilà, je vais faire du MMA? Est-ce que t'as que des cours de MMA ou est-ce que ceux qui font ce sport-là, ils vont te dire voilà, bah du coup lundi c'est grappling, mardi c'est boxe taille, j'en sais rien. Comment ça se passe du coup? Ouais, il y a plein de cours proposés dans le club. Des cours qui ont peu d'intérêt pour le MMA, on va dire. Par exemple, il y a du karaté, du krav maga, du pencak silat, des choses comme ça. Ok. Et derrière, il y a de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du kickboxing, des cours de MMA évidemment, et des cours de grappling, de jiu-jitsu brésilien. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Et pour la composition des entraînements, moi je vais en priorité aux entraînements de MMA. Ok. Donc ça, il y en a 3 par semaine. Et derrière, en fait, en fonction des périodes, je vais décider d'accentuer plus mon travail, soit sur ma boxe, soit sur mon grappling. Par rapport du coup à tes points faibles? C'est ça, en fonction de mes Ok. points faibles. Je constate par exemple que là, j'ai un peu de points faibles en boxe, un peu de points faibles en grappling, etc. Je vais me faire une sorte de cycle pendant 2 mois. Je vais plus accentuer, je vais faire des cours de boxe en plus à côté, ou à l'inverse, des cours de grappling à côté. Parce que moi, j'aime bien essayer d'être complet. Donc, de pas avoir une partie avec un gros décalage. Et donc, voilà. De temps en temps, je vais à des cours autres que le MMA. Ok, non, c'est super intéressant. Et du coup, la question, qu'est-ce que ça fait d'avoir Greg comme coach? En fait, comment tu vois sa tronche à Greg du coup à l'entraînement? Comment ça se passe? Ouais, c'est marrant. Moi, je trouve qu'il est pas exactement le même que sur les vidéos YouTube. Et Je pense qu'il est mieux, plus sérieux, non? Je trouve mieux en vrai. Ok, ok. Bah, en fait, parfois, bah, c'est normal, c'est Internet. Tu sais, parfois en rajouter un petit peu, etc. En vrai, je trouve plus. Je sais pas comment dire, ouais. Il sait être plus sérieux, justement, être plus posé.
mais il est aussi, il est aussi très drôle, etc. Enfin, il est très humble et il est très facile d'accès dans le sens que tout le monde au club, c'est lui qui donne les cours, tout le monde peut venir lui parler, prendre des photos avec lui, il refuse jamais. Et en termes de coach, c'est vraiment un excellent coach dans le sens où j'ai fait pas mal d'entraînements dans pas mal de clubs, parce que Ouais. j'allais faire d'entraînement à gauche, à droite, et j'ai rarement vu justement comme ça un coach qui donne de tels niveaux de détails en fait quand il va te montrer une technique. Il va vraiment savoir l'expliquer de manière très pédagogue et te donner tous les détails qu'il faut et pas juste te la montrer une fois et partir, quoi. Ok. Et Greg, du coup, il est coach de grappling en jiu-jitsu? Il fait MMA, Ok. enfin, il est coach de MMA. Et après, lui, sa spécialité, on va dire, c'est plutôt le grappling, donc jiu-jitsu, mais il donne les cours de MMA. Ok, ça marche. Et du coup, pareil, il y a un point que je veux aborder parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent leur bouche. Mais concrètement, tu vois, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est quoi la différence entre un mec qui a le niveau de Greg et un mec qui a un niveau amateur? Enfin, c'est jour et la nuit. Parce que en fait, les gens s'en rendent pas compte, tu vois, je pense, du niveau que peut avoir un Greg qui combat à l'hexagone et d'un mec qui fait des combats amateurs. Est-ce que Ouais. tu peux parler un petit peu de ça? Ouais, je pense que c'est pareil, les combattants enfin, les adversaires de Grey étaient critiqués sur les réseaux sociaux. Euh, donc, effectivement, c'était pas non plus des tueurs à gages. Mais moi, je pense que, en tout cas, Greg a le niveau pour affronter. Pour moi, en fait, je trouve ça impressionnant parce que je crois qu'il a autour de 45 ans. Ah, c'est clair. Mais pour moi, il peut vraiment. Il pourrait combattre en fait avec des jeunes. Je comprends pourquoi lui n'a pas envie de le faire, mais il pourrait très bien combattre avec des jeunes et gagner. Et pour moi, le combat contre Ibat Rêvé, ça va passer pour Greg sans souci, parce que son niveau, il est monstrueux en fait. Ils s'en rendent pas compte, en fait, je pense. Les gens ne Ouais. réalisent pas, mais il a à la fois une technique. Ça fait très très longtemps qu'il s'entraîne maintenant, donc sa technique, elle est vraiment très propre. Et il a le physique qui va avec. Donc quand on tourne ensemble et qu'il met vraiment du jus, il me roule dessus et ouais, c'est c'est vraiment chaud. Ouais. Ah, c'est ça, ils s'en rendent pas compte parce que du coup, Greg, comment il se prépare du coup pour une compète? Il fait des sparring, il gère aussi, je pense, il fait plus de cardio, etc. Et du coup, t'as plutôt à tourner avec lui. Et vraiment, bah, il y a pas de, enfin, il y a même pas de débat, quoi. Oh. Ouais, c'est jouer la nuit. Et c'est pour ça, les gens s'en rendent pas compte. Et comme tu dis, il y a beaucoup de novices qui connaissent pas forcément ce sport, et moi y compris, hein. Mm. C'est pour ça que du coup, c'est cool qu'on puisse parler aujourd'hui ensemble parce que, bah, enfin, toi, c'est pareil, t'as de l'expérience que moi, j'ai pas forcément. Et voilà, juste, en fait, c'est rendre à César ce qui appartient à César. Et franchement, arrêtez de critiquer alors que c'est même pas un sport que tu pratiques, tu vois. Ça, c'est pour vous tous là. Et souvent, en plus, pour rebondir sur ce que tu dis, moi le premier, quand tu veux, quand t'es tout seul, en fait, t'as ta musique, t'es motivé, tu te fais des films dans ta tête, tu dis ouais, je vais le défoncer, enfin, t'es plein d'énergie, tu vois, Ouais, t'es ouais, plein de testo, t'as envie de faire des trucs de fou, mais tu peux pas parfois imaginer, en fait, la réalité tant que t'es pas confronté à ça, et mentalement, tu peux dire ouais, Greg, je ferai ça, etc., mais tu vas arriver. Et en 10 secondes, tu vas prendre une clé ou une et patate c'est et fini. ce sera fini. Ouais, c'est Donc, sûr. ouais. Et t'as de la chance, t'as de la chance si c'est pas un cas où que tu prends. Ouais. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, est-ce que toi, tu peux voir un petit peu Greg comment il se prépare pour ses combats, etc. Et bah, du coup, c'est quoi la différence entre un Greg qui se prépare pour ses combats du coup à l'Hexagone et un amateur qui va faire une compète, on va dire un peu plus loisir? Euh, Greg, en fait, comme il est assidu, il s'entraîne régulièrement. Juste régulièrement depuis très longtemps. Il a pas, je pense pas, de gros gaps techniques à prendre. Donc avant ses combats, il va focaliser donc son boulot à la fois sur la partie cardio, donc pour perdre du poids et aussi pour améliorer son cardio. Donc il va faire des circuits cardio comme ça. Et il va se faire plus de sparring un peu plus lourd. Donc je sais qu'il avait tourné par exemple, il était descendu à Biarritz avec Benoît Saint-Denis et toute son équipe pendant quelques semaines s'entraîner. Ok. Euh, il va aussi faire appel, bah, il connaît pas mal de combattants, donc il fait appel à eux. Nous aussi, on va tourner avec lui, donc avec deux, trois gars du club qui ont un bon niveau, on tourne avec lui et il s'entraîne comme ça. Et en termes de mental, ouais, c'est sûr que les entraînements, c'est pas les mêmes, il met plus d'intensité, il est plus sérieux, il est plus focus, donc c'est sûr que ça change. En fait, quand t'as une échéance, même un amateur qui prépare une compétition, là, lui, il va aussi continuer d'apprendre de la technique, souvent parce qu'il a toujours des choses à apprendre. Mais un entraînement avec une échéance, ça change tout de suite la chose. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de se mettre des objectifs. Par exemple, j'imagine même en course, quand tu as un semi qui est prévu, tu vas être plus motivé à aller courir. Quand tu vas courir, C'est tu clair. vas vraiment te mettre dans le rouge. Tu vas pas juste écouter ta petite voix qui te dit bon, tranquille. Donc c'est pareil, dès que tu as une compète, tu sais que si je me tue pas maintenant à l'entraînement, je vais me faire tuer au combat. Donc ça te motive beaucoup plus. Ah, ce que je te dis, c'est fort. Donc non, c'est super intéressant comme ça. Du coup, si les gens peuvent voir un petit peu comment ça se passe du côté de Greg.
il y a un point aussi qui m'a fait trop rire, c'est que la dernière fois, je t'ai vu dans une vidéo de Karate Bushido. Et ça, on va en parler 30 secondes, mais comment ça se passe du coup? Comment je vois ta tronche dans une vidéo? Comment t'en arrives là? Greg, justement, il est vraiment cool là-dessus. C'est que aux élèves avec qui s'entend bien, qui bossent bien et tout, il n'hésite pas à leur proposer de les inviter donc, dans des vidéos Karaté Bushido pour leur donner un peu de lumière, etc. Et donc, régulièrement, il propose à des élèves de venir. Et ouais, du coup, j'ai fait une petite apparition avec d'autres gars dans une première vidéo. C'était tester des bagarres dans un bar en 2 contre 1. C'était un peu Incroyable, c'était le Il y bordel cette avait, vidéo. il y avait Cyril Diabaté et Brice Postal. Ouais, fort. Et donc voilà, c'était assez marrant. C'est ma première expérience de tournage. Et la deuxième, là, on va dire, je fais une plus grande apparition. C'était une sorte de tournoi de grappling. Donc avec un sumo, un strongman, un champion de jiu-jitsu brésilien et moi. Donc voilà, j'ai trouvé les combats pas très équilibrés, mais c'était intéressant en tout cas comme expérience. Donc j'ai fait le premier tour contre le sumo. Ouais, je me rappelle. Ouais, voilà. Oh putain, la guerre. J'ai soumis et après je suis arrivé contre le champion de jiu-jitsu brésilien. Donc déjà c'est son sport. Ouais, c'est chaud. 1m20, 130 kilos je crois, et c'est le Cyril, le sparring partner de Cyril Gann. Oh, Donc, putain. voilà. Ah Le mec putain. un tueur et ça a pas duré longtemps non plus. Et du coup, comment ça se passe? Enfin, comment ça se passe un tournage? Du coup, t'arrives, c'est quoi? T'as une équipe technique? Greg, il te dit, ok, ça va être comme ça, ou t'arrives et bon courage? C'est vraiment très simple, pas très prise de tête les tournages de manière générale. Greg c'est quelqu'un, il est très authentique aussi, donc il y a pas de prise de tête. Il arrive, on s'organise un petit peu pour savoir le planning, ce qu'on va faire dans ma vidéo. On lance ses caméras et lui il va directement, il va pas répéter, il va pas refaire des scènes. Il va le faire d'un coup, enfin voilà, c'est ça. Et souvent ces vidéos, après je pense que c'est ça aussi qui est apprécié dans les vidéos Karaté Bushido, c'est justement le fait que ce soit authentique et qu'il n'y ait pas non plus 20 000 montages, Ah, c'est clair. scènes refaites. Mm. C'est la vidéo sur YouTube, c'est vraiment ce qui s'est passé en vrai quoi. Ok, ça marche. Non, mais écoute, mon ref, hein, merci d'être venu dans le podcast. Je pense Ouais, qu'on a fait un merci petit à peu toi. le tour des Merci questions beaucoup. que je voulais aborder. Je te laisse, allez, 30 secondes. Fais ta propagande. Demain, convainc quelqu'un de s'inscrire demain, là, dans un club de MMA. Tu lui dirais quoi? Ok, moi je dis souvent, quand je discute avec mes potes, que je chauffe à venir justement au MMA, leur barrière d'entrée c'est ah non, je vais faire démolir, ah non, c'est de la peur en fait. Et moi ce que je veux dire à tout le monde, c'est venez tester au moins une première séance, ça fait sortir sa zone de confort et on perd justement cette peur de l'inconnu. Et derrière, on voit qu'en fin de compte, à l'entraînement, c'est pas comme à l'UFC, on va pas sortir avec le nez en sang, il y a que des gars sympas, c'est une bonne ambiance, c'est super intensif, c'est vraiment bien et avec de la chance, vous allez kiffer devenir accro comme moi et continuer. Ouais, c'est clair. C'est pas obligé, mais est-ce que tu veux qu'on mette peut-être ton Insta ou un réseau? Si jamais t'as des gens qui ont des questions, peut-être qu'ils Ouais, veulent te bien poser par rapport à ça. Ouais. Bah, écoute, je te laisse te donner à la caméra du coup qui est en face de toi Ok, c'est Ravda, Raphda tiré du bas sur Instagram. sur Instagram. On précise. Mais en tout cas, merci encore à Tristan et Arthur qui étaient là pour filmer le podcast. Merci Raph, merci Merci. Bref, qui va me Merci. casser la gueule si un jour on fait un sparring. Mais écoute, t'as un combat en avril, Ouais, donc bon courage. C'est où ton combat? c'est à Paris. À Paris. Mais mec, faut que je vienne te Normalement, voir. ça sera diffusé sur YouTube aussi, normalement. Bah incroyable. Tu sais sur quelle chaîne ou pas? Sur la chaîne de la Fédé de MMA. Mais écoute, incroyable. Si on a un lien, on le mettra. Mais merci Mouraf d'être venu. J'espère que voilà, ça a pu un petit peu vous ouvrir les yeux sur ce sport qui est beaucoup connu, mais qui est à la fois méconnu. Donc merci à Tristan, Arthur qui était là. Merci Raph. Bah, écoute, si vraiment ça a plu, on fera un épisode 2. Et force à Raph pour ton combat en avril. Bisous les boys. C'était Cross and Run. C'était Raph. Ciao, à mardi prochain.